Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un CAC 40 qui démarre bien la semaine. Après l'échéance mensuelle de vendredi, le CAC reste positif à mi-séance et franchit même les 6300 points. On est juste au-delà de ce seuil à mi-parcours de cette journée boursière en Europe. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Une semaine qui sera très micro avec beaucoup de publications d'entreprises attendues. 12 sociétés du CAC 40 vont livrer leur point d'activité pour le premier trimestre de cette année 2021 et puis des dizaines de sociétés aux États-Unis vont continuer de publier leurs résultats trimestriels. Ce sera évidemment l'attention des marchés pour cette semaine et les prochaines, avec également sur le plan macro, plus précisément sur le plan de la politique monétaire, une réunion de la Banque Centrale Européenne comme toutes les 6 semaines ce jeudi, avec bien sûr la conférence de presse de Christine Lagarde, une réunion où les attentes sont assez faibles, on en parlera avec Frédéric Ducrozet qui sera avec nous dans cette demi-heure, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management, et puis le plan de trading bien sûr avec un CAC désormais à plus de 6300 points. Quels sont les enjeux techniques de cette semaine et de cette nouvelle échéance boursière qui démarre, puisqu'on traite le futur mai désormais sur le CAC. On en parlera évidemment avec Romain Daubry dans quelques minutes, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Mais d'abord, le point sur les infos de marché à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 continue sur sa lancée et oscille à présent très légèrement au-dessus des 6300 points dans le sillage des nouveaux records inscrits à Wall Street vendredi dernier, avec notamment un Dow Jones qui clôturait au-dessus des 34 200 points et un S&P 500 en route de son côté vers les 4200 points. La séance du jour qui devrait cependant être relativement calme avant le coup d'envoi dès demain des très nombreux résultats d'entreprises attendus cette semaine. Près de 80 résultats d'entreprises composant le Dow Jones ou encore le S&P 500 sont attendus sur la semaine, à commencer par Coca-Cola ou encore IBM dès demain aux États-Unis. En ce qui concerne le S&P 500 d'ailleurs, le cabinet Earnings Scouts estime pour le moment que sur les 34 entreprises qui ont déjà publié leurs résultats, 88% ont dépassé les attentes du marché. Une tendance qui permet d'ailleurs au consensus d'analystes de revoir ses prévisions à la hausse, là où de nombreux analystes attendaient une croissance de 24,5% des profits des entreprises de l'indice au premier trimestre 2021. Ces prévisions passent à présent à une croissance d'un peu plus de 30%. En France, 12 résultats d'entreprises du CAC 40 sont attendus cette semaine, à commencer dès demain par Atos, Danone ou encore Kering. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ceux de Forestia, sur lesquels nous reviendrons dans un instant. Du côté des autres grands événements attendus cette semaine, la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire à partir de mercredi. Rien de nouveau n'est cependant attendu par les investisseurs, que ce soit en matière de taux ou encore en matière de rythme de rachat d'actifs dans le cadre de son PEP. Les investisseurs découvriront également les indices PMI en fin de semaine pour le mois d'avril, des indices PMI dont les investisseurs espèrent qu'ils viendront confirmer la reprise économique. Du côté des statistiques ou des indicateurs à présent, on notera que les exportations japonaises progressent de 16% au mois de mars sur un an, soit la plus forte accélération depuis novembre 2017. On note également que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis continue à se détendre puisqu'il est à présent aux alentours des 1,56%. L'euro-dollar progresse légèrement de son côté et dépasse même les 1,20 $ pour 1 euro à la mi-journée. Du côté des valeurs à présent, Forestia donc dont on parlait il y a un instant annonce des ventes en hausse de plus de 12% au premier trimestre 2021, des ventes tirées par la Chine où elles ont dépassé celles du premier trimestre 2019. L'équipementier automobile anticipe par ailleurs des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros et une marge opérationnelle de 7% environ en ligne avec ses objectifs pour 2021. Les objectifs à plus long terme de l'entreprise sont également maintenus avec notamment un chiffre d'affaires de 24,5 milliards d'euros en 2025. Air France annonce de son côté viser une nouvelle recapitalisation cette année avec pour objectif de réduire sa dette et de renforcer son bilan. Air France espère également que la demande en trafic aérien se redresse dans le courant de l'année. Son PDG estime d'ailleurs que la compagnie aérienne pourra opérer à 50% de ses capacités cet été, même s'il espère que la campagne vaccinale permette une activité plus soutenue.
Le PDG de Veolia a annoncé de son côté ce week-end que les autorités de la concurrence en Europe devraient faire un retour en juin sur le projet de rachat de Suez par Veolia. Première étape avant la levée de la condition suspensive sur l'OPA. Antoine Frérot qui a également annoncé que cette OPA devrait normalement être terminée au début de l'automne. Et enfin, on notera que même si les résultats ont déçu la semaine dernière, Goldman Sachs annonce aujourd'hui placer L'Oréal sur la liste de ses valeurs préférées. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Et c'est parti pour le plan de trading de la semaine, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Romain Dobré est à mes côtés, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, si on reprend un peu la psychologie de marché, le rallye vaccin, il y a 6 mois, est né évidemment dans la prudence, la méfiance. On était prudemment optimiste en début d'année. On peut parler désormais peut-être d'optimisme tout court sur les marchés, Romain. C'est ça, on a enlevé voilà. le prudent disparaît là. Il est parti, il est voilà. Alors ça ne veut pas dire euphorie, même s'il y a des poches d'euphorie évidemment, on le constate avec certains actifs un peu volatiles, mais il y a voilà, un intérêt qui est construit sur l'échéance dernière encore sur le futur CAC 40. Un peu plus d'intérêt sur le futur. On évoquait cette idée moyenne d'une position moyenne sur le futur CAC 40 sur l'échéance en cours qui est de 300 000 contrats. Elle est à 305 000 contrats futurs sur l'échéance du mois de mai. Donc on arrive avec un peu d'intérêt construit tout au long du mois d'avril avec un départ en contre-pied sur l'échéance du mois d'avril. Donc quelque chose qui est de l'ordre d'un soutien. Là où, comme à l'échéance dernière, on entame cette échéance avec pas beaucoup de couverture dans les portefeuilles. On a un niveau d'option qui est de couverture qui est de 1 pour 1. Une option d'achat pour une option de vente autour de la monnaie, puisque c'est là où on va mesurer notre risque. Et donc là, il y a un petit warning qui commence à s'allumer. Là où c'est plus gênant, c'est dans les semaines au mois à venir, de juin et pour l'été, où on n'a carrément pas du tout de couverture dans les portefeuilles. Alors que sur des échéances semestrielles comme ça, trimestrielles, il devrait y avoir déjà de l'intérêt. Même sur septembre, il n'y en a pas. Même sur décembre prochain, il n'y en a pas. Alors c'est peut-être un peu tôt. Peut-être que le marché les investisseurs considèrent que d'aller se couvrir alors qu'ils ont de la plus-value, de l'avance, c'est peut-être pas le moment. Mais ça laisse la porte ouverte à du risque. Et puis, on constate qu'il y a aussi un peu un pari spéculatif important sur la volatilité, sur le VIX, donc l'indice de la peur aux États-Unis. La position spéculative a augmenté de 35% sur des produits sur la volatilité, pas sur les options en elles-mêmes aux États-Unis, sur le S&P. Le marché n'est pas forcément plus couvert parce que certains envisagent peut-être des mouvements de volatilité importants à horizon de 3 mois. Ben non, justement. C'est justement ça. C'est que sur le ratio global est assez complaisant, mais depuis quelques temps sur le S&P, depuis assez longtemps, ça s'accentue avec une position globale qui augmente très, très, très significativement. Et en revanche, un ratio de couverture qui n'évolue pas ou peu sur les indices et sur les options sur actions sur le S&P qui reste très complaisant, on le sait depuis longtemps. Et en revanche, avec un pari sur la volatilité, sur la hausse de la volatilité dans l'été. Donc ça veut dire qu'au contraire, on n'est pas couvert, mais ça veut dire que certains font des paris sur une hausse probable de la volatilité à venir, ce qui n'est pas la même chose puisque ça n'a pas les mêmes incidences. Comme il y aurait un peu de complaisance et un pari comme ça pourrait faire un cocktail un peu chaud pour les semaines ou mois qui viennent. On n'y est pas encore, on n'a pas de signaux d'alerte dans les médias, on le voit encore, c'est ce qu'on évoquait ces jours précédents, on se laisse porter, c'est-à-dire qu'on n'est plus très agressif évidemment, compte tenu du niveau de progression, on se laisse porter pour l'instant par le marché en rehaussant nos niveaux d'alerte. Ce qui est très intéressant dans les dernières semaines récentes, Romain, c'est le grand retour du Nasdaq. Et c'est vrai que c'est l'indice, alors c'était quoi, il y a 3 semaines qu'on en parlait avec vous, Romain, avec un très beau parcours sur ces 3 dernières semaines, un Nasdaq qui reprend, on va dire, le leadership peut-être sur les autres indices boursiers aux États-Unis et donc dans le monde. Techniquement, où en est-on quand on regarde le Nasdaq ? C'est un moment qui est très harmonieux, qui est très propre. On le voit ici graphiquement. On évolue au sein d'un canal haussier de moyen terme. Il remonte à plus loin au mois de novembre dernier. Il est bien construit. On a buté en haut. On est allé chercher la borne basse. On a reconstruit ensuite et on a débordé cette oblique en bleu pour aller chercher une structure de retournement haussière, alors qu'il y a une épaule, tête-épaule de continuation. Éventuellement, ça pourrait avoir d'autres formes, mais en tout cas, celle-ci est valable. Et avec une extension qui est l'objectif 2 que vous voyez en bleu, situé aux alentours de 14 342 points. Alors, elle paraît réaliste parce que le mouvement s'est fait de façon assez propre, assez nette.
on constate qu'il y a quand même pas mal de gap à l'intérieur, que le cœur y est peut-être un peu moins, c'est peut-être un peu plus poussif, mais ça reste très technique. C'est ce qu'on observe un peu sur les marchés, c'est que depuis certains niveaux, il y a peut-être moins d'investisseurs pressés d'intervenir, mais des mouvements techniques qui prennent le relais et qui donc permettent de valider ces figures graphiques. Donc on avait une première cible à 13 842, on voit qu'elle a été bien atteinte, franchie en gap, débordé la semaine dernière. Et donc, on observe ces niveaux. 13 988 est un niveau important à préserver. On a réagi dessus en fin de semaine dernière. Ce ne sont pas des gros mouvements pour l'instant qui se jouent au-dessus de ces niveaux-là, mais il y a encore une extension possible de l'ordre de 2% pour aller chercher cette cible-là. Alors, on fixe une résistance à 14 342. On est en terrain inconnu sur le Nasdaq, donc ce sont des extensions. Mais on va les surveiller. Ça correspond avec le haut du canal. On peut même créer d'autres extensions au cas où. On va s'intéresser au niveau de retournement de 13 842 points qui est important, parce que c'était l'ancien top qu'on avait fait au mois de février dernier. Donc ça, qu'on va surveiller, qui sera une première alerte. On voit qu'avant de retourner le Nasdaq et de repasser sous une alerte de moyen terme, il faut passer sous les 12 530, 12 760 points. On n'y est pas du tout. Donc, on pourrait même aller chercher cette extension. Mais on n'a pas de figure de retournement, pas d'épuisement dans l'immédiat. Et plutôt, un épuisement dans l'immédiat plutôt, mais pas de figure de retournement. Qu'en est-il des indices européens si on prend l'Eurostock 50 pour les 50 grandes valeurs de la zone euro? Que nous dit-il en ce début de semaine, Romain? Qu'il a franchi des niveaux clés extrêmement importants, alors qu'il s'approche déjà de résistance. On n'est jamais content, il y a toujours une résistance qui arrive, mais on a franchi le niveau de 3865 points. On voit qu'on a buté dessus, je l'ai entouré en bleu. Tout au long des 20 dernières années, plusieurs fois, ça a commencé dans les années 2000 où on s'est articulé autour, et puis on s'est articulé autour, et puis on a buté dessus en 2008, en 2011, 2015, et là on réussit à le déborder. Franchement, on voit que cette bougie, c'est un graphique mensuel, la bougie mensuelle a franchement débordé le niveau. C'est un mouvement qu'on escomptait, avec aussi le débordement de cette ligne de tendance baissière de très long terme qui date des années 2000. Donc on est reparti sur une dynamique assez forte. On a en revanche ce premier niveau de résistance à 4084 qui pourrait déjà faire bloquer l'indice dans un premier temps, avec l'extension, pourquoi pas 4306, mais ça reste haussier, ça arrive déjà sur des cibles. Essoufflement, mais qui ne remettent pas pour l'instant, en tout cas, la tendance haussière en cours. C'est un peu l'idée générale de ce début de semaine. C'est ça, il faut distinguer les horizons de temps, court, moyen et long terme. Court terme en analyse graphique, c'est quelques jours à quelques semaines, 3 semaines environ. Moyen terme, c'est de 3 semaines à quelques mois, 9 mois à 1 an. Long terme, c'est au-delà. Alors, les marchés vont plus vite, donc on a tendance à réduire un peu ce curseur, mais c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc long terme, on le voit bien. Court terme, ça aussi, bien sûr, mais ça pourrait s'épuiser. Moyen terme, on est loin des niveaux de retournement. Bon, puis c'est intéressant de dire un mot de l'once d'or. On en parlait vendredi dans l'émission pour l'échéance mensuelle. Romain, pour constater que c'était un actif qui avait quand même relativement déçu en cette première partie d'année, mais qui redevient peut-être intéressant sur des niveaux techniques très précis, autour de $1 700. C'est ça, un peu au-delà. Un peu au-delà, et c'est ça, en fait, une très bonne réaction. On voit que l'indice forme un canal haussier propre de long terme maintenant, avec le déclenchement d'une figure haussière au-delà des $1 l'once, une accélération, et on est allé chercher donc plus de $2000, 2077 ou quelque chose comme ça, le dollar l'once donc en première impulsion, et puis une consolidation qui s'est mise en place à la faveur de la hausse des marchés, des indices globalement, et une réaction sur ce niveau important de 1700, alors c'était 1692, 1707 $ l'once. On a une clôture et une ouverture mensuelle au même niveau, 1707,5. Donc ça, c'est intéressant. C'est un mouvement bloqué en analyse graphique. Ça nous donne un point d'entrée. Et si on zoomait en journalier, ce que je ne vous ai pas proposé là, mais on verra un double appui donc, sur ce niveau-là, qui est donc un signe éventuellement de retournement. Et on est en train de s'attaquer en ce moment en temps réel à ce 1778, qui est une résistance intermédiaire, qui pourrait donc réactiver au moins une dynamique de court terme. Ça a l'air de long terme, on l'est toujours. De moyen terme, pourquoi pas. Et de court terme, en débordant ce niveau avec des premiers niveaux de résistance, 1860, et puis pourquoi pas 1977 $ l'once. Il y a des chances que si on déborde ces niveaux, qu'on réactive donc, et qu'on s'installe au-dessus de 1860, on aille chercher plus haut que ça. Et donc c'est pour ça que j'ai proposé des extensions sur des niveaux qu'on ne connaît pas encore sur l'or, mais 2063, 2260, 2349, là on extrapole un peu, mais c'est le sens de l'histoire pour l'or manifestement. Et là, on a un point d'entrée qui était intéressant. Bon, ce sera intéressant de voir effectivement l'évolution de l'once d'or. L'argent également dans le sillage positif, là aussi. Dans une phase où les marchés actions sont de plus en plus optimistes. Voilà, ça va être intéressant de voir ce match entre des valeurs refuges et des valeurs plus risquées. C'est ça, surtout qu'il y a toujours des éléments un peu contradictoires dans ce côté refuge. On voit que quand le marché a baissé pendant la crise du Covid, ces actifs ont baissé aussi. Donc, l'argent notamment, beaucoup. Donc, on pouvait se poser la question de savoir à quelle mesure le marché était vraiment stressé, et s'il allait vraiment chercher du refuge ou du cash pour rentrer. Oui, on parlait beaucoup de phénomènes de liquidation, c'est ça. Exactement. On liquidait toutes les classes d'actifs pour faire du cash, et se défendre. Essayer de se tenir. Donc l'argent, effectivement, au-dessus de 26,20, on a des extensions possibles à 27, pourquoi pas 28,80. On est
aussi une possibilité un peu dynamique sur le sujet. Bon, retour peut-être de l'intérêt autour des métaux précieux, l'or et l'argent à suivre. Et puis le CAC 40, il faut en dire un mot évidemment sur les enjeux techniques peut-être de la semaine. Si on regarde le futur CAC en journalier, Romain, déjà notons, je le disais en introduction, le futur mai qui est un gros mois de détachement de dividendes. Exactement. Donc on a un écart important là entre le futur et le CAC 40 cash en ce début de mois. Enfin, sur cette échéance. 69 points effectivement. D'accord. Donc le CAC 40 cash est 69 points plus haut que le futur. Donc les chiffres que je vous donne là sont à pondérer de ces 69 points. Donc là, on a le graphique du futur CAC 40 en 14 heures qui est pris donc, ce matin dans le cours de la matinée. On va en fait dans ce marché se laisser porter par le mouvement haussier toujours. On voit qu'un canal haussier de court terme s'est mis en place. Vous le voyez en bleu. Il était assez propre. Il a été travaillé plusieurs fois. On a buté pile dessus pour le moment de l'échéance la semaine dernière, aux alentours de cette zone, 6248, 6257 points, qui est intéressant. On avait donné comme extension possible la semaine dernière, on est arrivé pile dedans. Alors, tout ça avec, comme on le disait, un peu plus d'intérêt. Au cours de la séance de vendredi, c'est quand même modéré. On est arrivé avec une hausse de plus d'1% et 3000 contrats futurs créés. Ouais. Donc, il y a toujours de l'intérêt, mais c'est un peu plus modéré. Donc, c'est pour ça qu'on va rehausser nos niveaux d'alerte. Je parle déjà des alertes avant de parler des extensions. L'extension, donc le niveau d'alerte, c'est la zone 6171, 6195, donc sur le futur CAC 40. Alerte court terme. Court terme, intraday, vraiment intraday. L'alerte de court terme, on va la mettre plus basse. Elle va être dans la zone 6139, 6171. J'aurais dû la décaler d'un cran. Mon texte est un tout petit peu plus haut. On va prendre 6139 parce qu'on sait que jusqu'à 6139, il y avait de l'intérêt construit fort, qu'à partir de 6139, il y en avait toujours, mais un peu moins. D'accord. C'est-à-dire qu'on croyait 3000 contrats futurs, c'est pas beaucoup. Donc cette zone 6116, 6139, et en plus, on constate qu'on revient en rompant ce niveau de 6139 points à l'intérieur de l'ancien biseau qu'on évoquait la semaine dernière, que j'ai laissé un peu plus fin cette fois-ci, puisqu'on l'a débordé clairement cette fois-ci. Mais donc ça retournerait, et c'est des niveaux pour lesquels le marché aura de la mémoire, et donc qui pourrait fournir une alerte, avec dans ce cas-là des déclenchements de mouvements baissiers qui pourraient aller donc sous ces niveaux-là, avec des extensions possibles jusqu'à la zone 5816, 5879. Ce serait un niveau de retracement envisageable en cas de rupture. Pour l'instant, c'est pas le sens de la marche. On va plutôt vers ces extensions et vers le haut du canal haussier de long terme sur le futur CAC 40. Cette semaine, il était à 6332 points pour la semaine. Donc, c'est des extensions qu'on peut aller chercher en dehors des résistances que vous voyez à l'écran. Bon, on parle bien du futur, 69 points d'écart en ce début, dans cette nouvelle échéance, avec un CAC 40 cash, lui, qui évolue désormais au-delà des 6300 points. Un mot rapide pour finir du Bitcoin, puisque ça a été quand même l'événement du week-end. Alors, on avait des rallyes de week-end sur les cryptos. Là, c'était plutôt en sens inverse, avec un petit coup de stress, petit coup de chaud sur l'ensemble des cryptos et sur le Bitcoin en particulier, qui n'a pas d'effet de contagion. C'est ça aussi qui est intéressant à noter, ce matin en tout cas, sur les actifs plus traditionnels. C'est intéressant à surveiller, on apprend beaucoup de ce nouvel actif. Et effectivement, oui, de la spéculation baissière manifestement sur le week-end. Alors, les causes, on ne sait pas si c'était un problème technique, si c'était des réglementations qui allaient se mettre en place. Toujours est-il qu'il y a eu un mouvement de baisse un peu marqué, mais quand on voit le parcours du Bitcoin, je l'ai pris de façon assez large, on revenait de 3 ou 4 000 dollars, eh bien, c'est le Bitcoin contre le dollar en journalier qu'on a ici sous les yeux. On voit qu'il y a une ligne de tendance haussière de long terme qui a été rompue, la dynamique est donc rompue. En revanche, on a un grand trading range qui est 45 250, 58 800, 58 800 très important. De la même façon, c'est ouverture et clôture de mensuel. Donc c'est un niveau vraiment important. On voit qu'on n'a même pas été chercher le niveau intermédiaire de 5 950 points, qu'on a rebondi avant déjà de 6%, et qu'on n'a même pas pris le premier niveau de retracement de Fibonacci de 23-60%. On a déjà rebondi dessus. Alors, ça veut dire que la dynamique de court terme est rompue, qu'on est pour l'instant dans une zone de consolidation et que manifestement, il y a déjà toujours de l'intérêt, même quand ça replie et même quand il y a un peu de stress sur le Bitcoin. Pour ceux qui s'inquiétaient, il y a toujours de l'intérêt sur les cryptos et sur le Bitcoin en ce début de semaine. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct avec nous chaque lundi pour le plan de trading. Et Frédéric Ducrozet qui nous rejoint en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Dans les faits marquants quand même des dernières séances, c'est le regain d'intérêt pour les marchés obligataires américains, puisque les investisseurs ont décidé que c'était peut-être un bon pari à prendre que d'acheter à nouveau des obligations américaines du Trésor. On a vu le 10 ans américain, le taux à 10 ans qui se détendait de manière assez visible, voire spectaculaire la semaine dernière, alors même que les statistiques économiques aux États-Unis battait le consensus et parfois de beaucoup. Frédéric, est-ce qu'il y a une énigme pour vous derrière la détente spectaculaire, encore une fois, des taux longs américains sur les derniers jours ?
Elle est contre-intuitive, cette baisse des taux d'intérêt, au moment où on avait depuis 10 jours maintenant des prix à la production, des prix à la consommation, des ventes de détail aux États-Unis, toutes bien au-dessus des attentes. Mais en réalité, je pense qu'elle traduit aussi une forme d'adaptation des marchés. On a passé tout le premier trimestre de cette année à s'inquiéter de l'inflation, trop de bonnes nouvelles et devient une mauvaise nouvelle pour les marchés, dans une sorte de schéma qu'on connaît maintenant. Et puis il y a un effet tout simplement mécanique. On s'habitue, on voit les chiffres, ils ne sont pas non plus stratosphériques au point de remettre en cause le scénario, on s'adapte. On s'adapte également après l'échéance de la fin du premier trimestre qui, pour des grands investisseurs, notamment des fonds de pension, des caisses de retraite, va être très importante et entraîne mécaniquement un réajustement. Vous êtes dans beaucoup de cas obligé, contraint de racheter effectivement de la dette américaine parce que son prix a baissé, les taux ont monté par rapport à des actions qui elles aussi ont monté et donc vous réajustez ce type de portefeuille classique type 60-40 ou un peu plus évolué. Et puis enfin il y a les banques centrales qui se réjouissent je pense de cette baisse, consolidation, pause peut-être seulement dans la hausse des taux d'intérêt dans la mesure où elle reflète je pense une meilleure compréhension là aussi, une adaptation des marchés à leur fonction de réaction, à un changement de cadre opératoire qui est quand même un peu compliqué, le Flexible Inflation Targeting aux États-Unis, l'idée qu'on va laisser l'inflation en moyenne un petit peu en surchauffe, mais pas trop, tout ça est un peu confus. On s'adapte et je pense que Jérôme Powell, la BCE peut-être dans une moindre mesure en Europe, ont fait un bon travail de pédagogie pour que les marchés comprennent tout ça. Effectivement, il y a une limite, je crois, dans ce cadre-là, à la hausse des taux d'intérêt. Je suis prudent, elle peut évidemment reprendre, mais autour de 2% sur le 10 ans américain, on sent qu'il y a de la résistance. Bon, une partie du chemin a déjà été fait dans cette remontée des taux longs américains, notamment. Vous l'avez dit d'un mot, Frédéric, mais c'est quand même l'enjeu de la semaine. Peut-être que le marché comprend mieux la stratégie de la Fed aujourd'hui. Qu'en est-il de la stratégie de la Banque Centrale Européenne ? Vous l'avez dit d'un mot, Frédéric, dans une moindre mesure, on peut dire que la BCE est claire et compréhensible dans sa stratégie. Pourquoi est-ce qu'elle l'est moins que la Fed aujourd'hui ? Pour tout un tas de raisons, on sait que la BCE est un animal un peu à part, 19 pays États membres de la zone euro dont les gouverneurs n'ont pas toujours la même vision de la politique monétaire. Encore aujourd'hui, après Draghi, avec Christine Lagarde, on n'est pas encore complètement aligné sur la politique monétaire quand Jérôme Powell, même s'il y a des dissidents, même s'il y a des faucons aux États-Unis également, je dirais, a une situation et une tâche un peu plus facile pour maintenir un consensus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que cette BCE s'est mise dans une situation, je pense, sous l'impulsion notamment de son chef économiste Philippe Lane, un peu trop compliquée, un peu trop académique, à nous parler de conditions financières, holistiques, multifacettes, upstream, downstream, des mots qui, même pour les ECB Watchers, sont trop confus, trop compliqués, trop techniques. Et je pense qu'il va falloir revenir à quelque chose de plus simple. La BCE est là avec un engagement très ferme de ne certainement pas toucher ses taux d'intérêt, ni son programme d'achat d'actifs de la crise, le PEPP, jusqu'en mars 2022. On verra au-delà, c'est quelque chose que François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a répété encore la semaine dernière. C'est pas le moment et on verra au-delà comment maintenir des conditions financières accommodantes. Peut-être qu'il faut en dire un petit peu moins, agir un peu plus, parce que les chiffres des dernières semaines des achats justement du PEPP ont été un peu en deçà des attentes et c'est la question principale, je pense, que Christine Lagarde va devoir clarifier ce jeudi. Et donc, si je comprends bien, l'enjeu finalement pour cette réunion de jeudi de la BCE, c'est de faire en sorte que ce soit un non-événement pour les marchés et pour les observateurs de marché, Frédéric ? Oui, absolument. Il n'y a pas si longtemps que ça, à une époque dont on se souvient encore, les réunions de la BCE, c'était toutes les 4 semaines. Sous l'impulsion de Mario Draghi, on est passé toutes les 6 semaines. De facto, aujourd'hui, on est quasiment tous les 3 mois pour une vraie réunion de la BCE importante parce qu'elle nous a dit au mois de mars que tous les 3 mois, fin mars, fin juin, fin septembre, elle allait revoir ce rythme de ses achats d'actifs avec ses nouvelles projections d'inflation. Là, on est dans une réunion entre les deux, le 22 avril, qui devrait être un non-événement. Et effectivement, tant que les taux en plus se stabilisent, la BCE voudrait que ça reste un non-événement. Il faut éviter les erreurs de communication dans ce cas-là. Il faut éviter, encore une fois, de s'enferrer dans des explications trop compliquées et rester, je pense, assez basique. On ne comprend rien à l'inflation en ce moment. Elle est trop faible. Donc, comptez sur nous pour maintenir cet engagement aussi longtemps qu'il sera nécessaire. Bon, un message simple et fort. Voilà ce qu'on peut attendre, espérer peut-être de la Banque Centrale Européenne cette semaine. Et puis un mot pour conclure, Frédéric, je pense que ça va devenir un fil rouge avec vous, notamment jusqu'à cet automne, puisque vous nous l'avez dit la semaine dernière, les élections allemandes s'annoncent comme étant peut-être plus excitantes que d'habitude. Est-ce que l'excitation est en train de monter, Frédéric ? Il y a une bataille dans
dans le camp conservateur pour savoir qui des Bavarois de la CSU ou des conservateurs traditionnels de la CDU vont prendre le leadership pour tenter de succéder à Angela Merkel, quand en face, le parti vert, qui est le parti peut-être avec la dynamique la plus forte aujourd'hui en Allemagne, semble parfaitement en mesure de se mettre en ordre de marche. Absolument, et je pense que cette prévision, je la maintiens, elle se passe plutôt bien pour l'instant, d'une politique allemande qui redevient excitante et au-delà importante, déterminante pour l'avenir du pays, bien sûr, de la politique budgétaire de l'Europe. On parlait la semaine dernière du fait qu'il n'y a pas d'Emmanuel Macron, de nouveaux candidats sortis du chapeau en Allemagne. Eh bien, aujourd'hui, et il y a un peu plus d'une heure, le Parti écologique a désigné sa candidate, une femme, Annalena Baerbock, la plus jeune candidate à l'élection de la chancellerie de l'histoire du parti et de l'Allemagne, qui en plus a un profil un peu particulier. Alors encore une fois, c'est une femme, on le répète, c'est déjà remarquable, c'est important pour le paysage politique allemand où les deux autres partis se disputent en général entre hommes de plus de 50 ans, pour le dire avec un euphémisme. Elle vient bousculer un peu cette image-là et surtout, elle incarne, je pense, la transformation, la métamorphose complète du parti des Verts en Allemagne, qui est devenu un parti plus mainstream, qui est en tête des sondages, qui est prêt à gouverner, qui a abandonné un peu son aile gauche et qui, de ce point de vue, ne ressemble pas, par exemple, à d'autres partis comme le Parti des Verts en France, mais qui s'est mis dans les conditions pour gouverner. Elle pourrait être, pourquoi pas chancelière, en tout cas ministre peut-être des Affaires étrangères. Elle a ce profil et elle va clairement décider, je pense, et être un facteur déterminant dans la composition du prochain gouvernement. Quoi qu'il arrive, on attend toujours le candidat du Parti conservateur, CDU-CSU, qui, eux, pour le coup, se disputent toujours. Une élection pleine de surprises et de promesses, en tout cas en Allemagne pour cet automne. Merci beaucoup Frédéric, merci d'être avec nous chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse. Frédéric Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management à Genève. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.